Bien, bonjour à tous. Nous sommes vendredi, le vendredi sur le jour des VIP. Aujourd'hui, notre VIP, c'est une jeune et belle femme. On va la découvrir tout de suite. Bonjour, Madame Théophile. Bonjour Dani. Christelle de son prénom, mais c'est pas l'autre, c'est celle-là. Un peu plus tard, on aura comme d'habitude notre chronique sur l'eau avec Ismaël Ogonet et Jacques Davila. Et Iman est aussi de retour, danse avec Iman. Alors, bien sûr, pourquoi Madame Théophile? Eh bien, simplement parce que le cinéma reprend, ça redémarre. Et Madame Théophile, on la voit au cinéma, on la voit devant l'écran, quelquefois sur les photos. On n'avait pas encore vu en VIP. Le VIP, je le rappelle, c'est pour les gens À qui le valent bien. qui le veulent bien. Bon, donc elle vous bien. Voilà. Alors, je suis avec, comme ça, vendredi aussi avec Marie-France Goujoetna. Bonjour Marie-France. Bonjour à Et, tous. et Marie-France, bien sûr, s'est penchée sur la bio de Christelle. Absolument. Ça donne quoi? Alors, eh bien, ça donne quelque chose de très intéressant, bien évidemment. Oui. Alors, Christelle Théophile, vous êtes née en 1979 aux Abîmes, à Rézé plus précisément, à une époque, vous dites la belle époque du Rézé. Votre papa a été moniteur d'auto-école et votre maman assistante de direction. Vous êtes l'aîné d'une famille de 3 enfants. Alors, le mercredi après-midi était consacré au catéchisme, danse le samedi et le basket également. Les vacances, eh bien, il y avait les regroupements de cousins et cousines. Vous vous souvenez qu'il y avait un réel esprit de famille que vous continuez à, je veux dire, à reproduire, puisque pour vous, la famille, c'est important. Vous êtes donc scolarisé à Pointe-à-Pitre, à l'école maternelle Bébian, puis élémentaire Amédée Fingarol, au collège Carnot, et enfin au lycée de Bainbridge. Vous enchaînez avec la classe prépa HEC à la CCI. Votre ambition, eh bien, c'est d'intégrer une haute école de commerce. Au lycée, vous vous souvenez, racontez-vous à titre anecdotique, d'une conseillère d'orientation qui vous avait particulièrement déconseillé de suivre cette voie, estimant que vous n'aviez pas forcément le niveau. Heureusement, vous avez passé outre son avis, vous avez décroché votre bac avec mention, et pour conquérir de hautes fonctions dans des entreprises majeures, on en parlera tout à l'heure. Mais avant, vous rentrez à Subdeco à Reims, vous y restez pendant 3 années. Et ensuite se pose légitimement la question, rester ou repartir? Repartir dans votre pays natal. Eh bien, Paris serait un choix royal. Royal, pourquoi? Parce que vous auriez pu y trouver une entreprise à l'époque à la hauteur de vos ambitions. Vos ambitions, eh bien, c'était entrer de plein pied dans le commerce international. C'était à l'époque votre passion, mais finalement, vous avez écouté votre cœur et vous êtes rentré en Guadeloupe pour rejoindre votre époux qui était déjà là. Donc, il vous faut trouver un travail, ce que vous faites très vite. Vous êtes relativement à l'aise dans les divers domaines, puisque votre formation vous le permet. Là, vous rentrez à la société Xerox comme attaché commercial. Et donc, vous allez côtoyer pour la première fois, en fait, les réalités du terrain. Vous allez donc explorer ce nouveau champ pendant à peu près un an. Vous avez le sentiment ensuite d'avoir fait le tour de la question et se présente l'opportunité d'être recruté comme responsable marketing anti-Guyane par la multinationale américaine Kimberly-Clark, spécialisée dans la distribution de produits d'hygiène pour le corps et surtout basée à Porto Rico. J'insiste sur Porto Rico parce que vous allez découvrir un nouveau territoire et vous allez surtout l'adopter. Géographiquement, il vous va à merveille, tout comme l'esprit de l'entreprise et l'équipe dans laquelle vous êtes. Donc très vite, vous progressez au sein de l'entreprise et votre champ d'action, cette fois-ci, vous permet de rayonner sur 11 îles et non plus 3 de la Caraïbe. À la mode américaine, eh bien, l'entreprise vous propose des challenges successifs que vous acceptez, ce qui vous permet d'évoluer. Vous restez donc ainsi 10 ans au sein de Kimberly-Clark, tout en assumant votre vie de famille. Néanmoins, me rappelez-vous, avec les années, il était devenu difficile d'encaisser ces journées à rallonge et surtout ces heures passées dans les avions loin des vôtres. Et c'est à cette époque que vous rencontrez donc l'équipe de Caribbean Cinema, qui est au bonheur basée également à Porto Rico. La direction vous expose son plan, elle ambitionne effectivement d'implanter un cinéma à la Guadeloupe. Ce serait sa première implantation en terre française. Le 7e art, alors c'est peut-être un univers qui vous est inconnu à l'époque, mais en fait, une entreprise reste une entreprise avec les mêmes objectifs, et ça, vous les connaissez bien. En prime, vous allez avoir la gestion d'une équipe de pas moins d'une soixantaine de personnes. Nous sommes alors en 2017. La suite, nous le verrons pendant l'interview. Alors, aux questions traditionnelles que je pose à mes invités, la première, quel est votre plus beau souvenir de vie? Alors, vous vous rappelez la soirée d'inauguration à l'ouverture donc du Cinestar. Il y avait là un parvis de 400 personnalités avec un très très beau discours d'inauguration qui vous a beaucoup marqué. Votre plus mauvais souvenir, eh bien, c'est l'hospitalisation de votre petite fille à l'époque. La plus grande qualité chez un être humain, eh bien, c'est l'humilité. Le plus grand des défauts, c'est l'orgueil. Si vous deviez traverser la planète et n'emmener qu'un seul objet dans vos bagages, ce serait une photo de famille. C'est bien, c'est léger.
Votre endroit préféré, les téléspectateurs l'auront deviné, c'est Porto Rico, même si vous adorez bien évidemment votre territoire. Alors la personne qui a le plus influencé peut-être votre parcours de vie, eh bien c'est votre N+1. Alors je précise, N+1, ça c'est un jargon plutôt américain. N+1, c'est donc juste votre supérieur direct. Il s'appelait à l'époque Mathias Pinto. On est à Kimberly Clark à cette époque. Et là, en fait, vous dites, c'est une harmonie entre deux cultures différentes, mais aussi par une grande part de bienveillance de la part de l'un et de l'autre. Il vous a surtout fait découvrir un nouveau type de management où l'humain est au centre et vous en avez fait votre management. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci Marie-France de ce parcours que je découvre d'ailleurs et qui montre que cette dame a déjà un bon parcours. Absolument. Surtout dans la Caraïbe, et c'est important. Alors, comme toujours, on commence toujours avec la question d'actualité. Elle vous concerne directement puisque vous avez des enfants à l'école. Lundi, c'est la rentrée. Comment vous envisagez ça? Eh bien, c'est vrai que jusque-là, je les avais gardés à la maison, comme la grande majorité des parents en Guadeloupe. Maintenant, ça m'a l'air obligatoire. Donc, les filles vont reprendre l'école lundi. Elles sont en quelle classe? Elles sont en CE2 et 5e. En 5e. La suite avec Marie-France. Alors, j'ai lu récemment que vous avez déclaré « Je fais du management à l'américaine avec une vision très caribéenne ». Alors, bon, pour la néophyte que je suis, expliquez-moi ce que ça veut dire exactement, donc la manière dont vous, en fait, tout simplement, vous gérez le Cinestar. Et c'est vrai que ça vient encore de l'expérience acquise auprès de Porto Rico, les Kimberly Clark Porto Rico, qui se situe dans la Caraïbe. Donc, j'ai pu avoir, avec ces années, côtoyer des personnes qui travaillent dans la Caraïbe. Donc, avoir cette sensibilité caribéenne qu'on a également ici en Guadeloupe et à l'américaine, parce que pour moi, le management à l'américaine se distingue de par l'approche elle-même, de par ces distances qu'on essaie de gommer, mais qui n'empêche pas que les limites soient encore là. C'est vrai qu'avec mon équipe du Cinestar, j'essaie d'être proche, j'essaie d'être bienveillante, tout en expliquant les règles, très clairement. Voilà, j'ai compris, je vous remercie. Alors, est-ce que, Mme Théophile, il y aura une bataille du cinéma en Guadeloupe? Une bataille du cinéma, voyons donc. Alors, il y a un complexe Cinestar qui a été créé il y a 2 ans. Presque 3 ans maintenant. 3 ans maintenant. Et je sais que le REX est fermé et ils ont l'ambition de créer un complexe à Bémao, tout près d'ici. Alors, il y a eu plusieurs recours, de recours en recours, mais finalement, d'après les informations que j'ai eues, en fin de compte, ça va se créer. Alors, il paraît. Oui, il paraît. Alors, comment ça va se gérer en l'espace de 10 km de complexe? C'est une très bonne question, Danick, parce que effectivement, il y a une nouvelle audience qui devrait se tenir en fin d'année concernant ce dossier. Pour nous, le Cinestar, il est totalement incompréhensible que la Guadeloupe, pendant une trentaine d'années, n'ait eu qu'un seul outil qui était amélioré et que voilà, le Cinestar s'installe et qu'on entend déjà parler d'un deuxième multiplex avec 8 ou 10 salles, mais en tout cas 2000 fauteuils, alors que la Martinique elle-même, au bout de autant d'années, le marché n'a pas pu soutenir autant de places, autant de fauteuils. Donc c'est quelque part pour nous une aberration, d'autant plus que effectivement, on parle de Bémao et des Abîmes, donc on est à 5 minutes en voiture. On aurait imaginé un tel projet plus sur la région de Basse-Terre, parce que pour nous, la région de Basse-Terre est importante. Il y a un projet quand même à Basse-Terre de 4 salles, je crois. Enfin, c'est pas encore gagné non plus, parce que la municipalité actuelle n'est pas très partisane. C'est-à-dire que pour Basse-Terre, Basse-Terre mérite un beau projet. Basse-Terre mérite un beau multiplex, tout neuf, avec un parking. Aujourd'hui, il est impensable d'ouvrir un cinéma si on n'a pas les places de parking, par exemple. Oui. Le client qui vient, voilà, il a envie de trouver sa place. Ce qui a tué le REX, d'ailleurs.
Voilà. Donc avoir ce nouveau projet, ce qu'il fera du parking, par exemple. Mais c'est vrai que pour nous, on y a pensé également, je peux le dire, le Cinestar s'installer là-bas. Et notre projet était vraiment un beau multiplex, dernier cri avec parking, dans l'esprit écologique également. Je pense que Basse-Terre mérite vraiment d'avoir ce projet-là, il est mort? Ça va être un petit peu compliqué parce que vous savez qu'on sort du coronavirus, de la crise, etc. Donc il faut déjà que le Cinestar se remette de ces 3 mois de fermeture, 3 mois, et puisse reprendre une certaine vitesse de croisière, puisque dans le mois à venir, on compte sur l'affluence du public. On espère que les Guadeloupéens seront au rendez-vous. Mais il est vrai qu'en matière de films, toutes les grosses sorties prévues ont été repoussées. Donc c'est vrai que pour nous, le redémarrage, on est ravis de redémarrer dès mercredi 24 juin, mais on a encore de grosses interrogations. C'est comme l'aéroport. Juste une dernière précision avant que de donner la parole à Marie-France. Sur le projet Cinestar, il faut dire que la compagnie Élysée était partie prenante au départ. Au départ, tout à fait. Ils ont été les premiers consultés sur le projet et qui n'a pas abouti. Pour la plus grande joie de Caribbean Cinéma, qui a pu s'installer dans les Antilles françaises pour la première fois. Alors moi, j'ai une question toute simple, mais j'allais dire, est-ce que les Guadeloupéens aiment aller au cinéma? Est-ce qu'ils fréquentent le cinéma? Puisque c'est une grande société, donc vous pouvez comparer avec d'autres territoires. Est-ce qu'en Guadeloupe, les gens vont au cinéma? Pour le coup, oui, on peut comparer avec les autres îles de la Caraïbe. Enfin, en étant Caribbean Cinéma, je me comparerai toujours aux autres îles de la Caraïbe. Et oui, vraiment, on a un public très cinéphile. Les Guadeloupéens ont vraiment très bien accueilli l'arrivée du Cinestar. On a réussi à nouer avec nos clients habitués une relation qui nous permet vraiment de dire que la programmation plaît. On l'a fait évoluer avec le temps, puisqu'au début, on était très blockbuster américain. Et ensuite, on a pu faire évoluer avec notre gamme Fine Art, qui se rapproche un peu plus de l'art et essai. On a mis en place le festival Cinestar au mois d'octobre pour un hommage aux films caribéens, mais aussi antillais, pour mettre en valeur ce cinéma antillais, puisque Caribbean Cinéma a dans son ADN de mettre en valeur les talents locaux. Et c'est pour ça aussi que c'était une chance pour moi d'avoir Caribbean Cinéma en Guadeloupe, parce que c'était une chance de mettre en avant nos talents antillais. Bien sûr. Et vous avez le sentiment avec tous les festivals, vous en avez créé combien déjà? Au moins 4? Alors, il y a le festival principal qui est du Cinestar, Cinestar International Film Festival en octobre. Oui, ensuite. Et puis, on a très vite lancé le Black History Month au mois de février, justement en hommage Black Lives Matter. On y était déjà. Oui, bien sûr. Voilà. Hommage également aux femmes sur le mois de mars avec Femmes Tissi et Cinéma. Oui. Et puis, on avait prévu cette année Caribbean Heritage Month qui n'a pas pu avoir lieu faute au coronavirus. Alors, justement, sous ces festivals, vous pensez les renouveler à la rentrée prochaine ou l'année prochaine, ou bien ils sont enterrés? Le festival du Cinestar, c'est le festival principal qui est en général fin septembre, début octobre. Oui, on va le maintenir parce que dès le début, on l'a mis en place et parce que pour nous, promouvoir le talent antillais est primordial. Maintenant, pour être totalement transparente, un festival, c'est coûteux, ça rapporte peu. Et les autres festivals, Black History Month, Femmes d'ici et Cinéma, Caribbean Heritage Month, quelque part ça tombe bien puisque c'est en février, mars et juin, donc on a le temps de voir l'évolution qu'on peut avoir, rattraper un petit peu le chiffre d'affaires d'ici décembre pour voir si on peut les mettre en place. Alors, je voudrais revenir sur la politique tarifaire. En fait, j'ai fait un calcul tout simple. Un couple, 2 enfants, 35 € pour 4. C'est quand même un budget. Est-ce que, en tout cas, bon, je suis allée il y a peut-être quelques mois, mais il n'y avait toujours pas, j'allais dire, de carte d'abonnement mensuel comme le CGR, dans d'autres grands cinémas. Est-ce que c'est quelque chose qui viendra ou est-ce que c'est pas du tout dans la politique? Alors, les cartes d'abonnement mensuelles sont possibles dès lors qu'on a aussi la distribution.
Donc, dans les cartes d'abonnement que vous avez en France, métropolitaine, le marché est organisé de telle sorte que les cinémas arrivent à proposer avec des abonnements illimités. Nous, dans la Caraïbe et en Guadeloupe, c'était un peu plus compliqué parce que la distribution est un peu plus compliquée également. Maintenant, on a proposé depuis l'an dernier les cartes d'abonnement 10 places et 5 places. Donc, on arrive avec ces cartes qui offrent un différentiel tarifaire à la place qui permet à une famille de 4 ou à un couple de revenir assez souvent, en tout cas autant de fois qu'il en a envie, à prix réduit. D'accord, c'est une bonne nouvelle, merci. Cinestar est dans une grande maison qu'on appelle Caribbean Cinéma. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y en a à Porto Rico, je crois, à Antigua, Saint-Martin. Oui, il y en a une trentaine à Porto Rico, une dizaine en République dominicaine. Ce sont de très grands territoires. Oui. Et ensuite, on est installé sur Saint-Martin, voilà, en partie hollandaise à Saint-Martin, à Aruba, Comment ça fonctionne Trinidad. globalement, ce réseau? Je veux dire, la Guadeloupe est en bout de chaîne ou en tête de réseau? La Guadeloupe est en très bonne place parce que, pour revenir à la question de Madame tout à l'heure, notre public guadeloupéen répond présent, vient, revient. On a eu de très bons résultats sur un film comme Black Panther, par exemple, ou tout récemment Avenger. Nos clients adorent notre popcorn également à la concession. Donc, c'est vrai qu'on se classe très bien dans les cinémas du groupe, dans les cinémas du réseau en tout cas. Et je dirais même que parfois, sur certains soirs, sur certains samedis soirs, on fait presque aussi bien que le cinéma de Porto Rico. Donc, et quand les films sortent, ils sortent simultanément en Guadeloupe, à Porto Rico, à Saint-Domingue, à Antigua. Chaque île a sa spécificité. Il y en a qui sortent le mercredi, d'autres le jeudi et le vendredi. Nous, la Guadeloupe, historiquement, sort le vendredi. Donc, effectivement, en ouvrant le Cinestar, on a suivi les sorties historiques qui sont le vendredi. Et ma foi, ça se passe très bien. Et par rapport aux sorties US, aux sorties des USA, qui sortent le vendredi également. On est très bien positionné. À un moment donné, on a pensé changer les sorties puisque les sorties nationales sont au mercredi en France métropolitaine, se rapprocher un peu plus des sorties nationales. Mais ma foi, après ce coronavirus, la plupart des exploitants métropoles ont souhaité eux-mêmes revenir au vendredi. Donc voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Absolument pas. Alors, localement, je veux dire, est-ce qu'il y a d'abord un partenariat, notamment avec d'autres salles comme la salle Robert Loison à Moule, qui est en train de développer aussi, en tout cas, la diffusion, puisque maintenant, je crois que c'est deux par soir. Avant, c'était un par soirée. Il y a aussi le Darbo à Basse-Terre. Est-ce que, en fait, vous n'avez aucun lien avec eux, ou est-ce qu'au contraire, il y a un partenariat, notamment dans le prêt des films, je pensais? On a des liens, Marie-Claude Pernel de Robert Loison, par exemple. Voilà, vraiment, c'est un plaisir de travailler avec elle. Et c'est vrai qu'on a parlé à plusieurs reprises de pouvoir coordonner tout ça, faire des choses ensemble. Je pense qu'on aurait tous à y gagner. Et le Cinestar, en tout cas, serait très ouvert à une collaboration un peu plus large avec les autres, puisque finalement, on est Cinestar dans Caribbean Cinéma, mais on est un peu les seuls Français du réseau Caribbean Cinéma. Donc, collaborer avec d'autres cinémas déjà existants, je pense que ce serait une très bonne chose pour la Guadeloupe. C'est quelque chose qu'on peut envisager, en tout cas, oui, que vous en tout avez cas, envisagé. Oui. D'accord. Avec grand plaisir. Il y a quelques années, quand le cinéma en salle, en tout cas, battait un petit peu de l'aile, on disait, bon, on ne sait pas avec Canal+, si ça va continuer, etc. Il y a une Netflix qui est arrivée, alors j'imagine que c'est quand même un concurrent. Et j'ai vu que le dernier film de Spike Lee est sorti sur Netflix, pas chez vous. Ah, ils ont fait fort. Ouais. Ils ont fait fort. Effectivement, Netflix et encore plus à cette sortie de confinement, puisqu'on a vu que pendant le confinement, les plateformes ont très bien fonctionné, très bien marché. Maintenant, la salle de cinéma reste une expérience différente des plateformes. C'est clair. On vient dans une salle de cinéma, confortable, grand écran, dernière technologie de son. Au Cinestar, en plus, vous aurez vos pop-corn tout chaud faits par nos équipes. Donc vraiment, c'est vraiment une sortie, une expérience complète de cinéma. Et c'est vrai que
on n'est pas vraiment... OK, on propose du film, on propose le même produit, mais on propose vraiment une expérience complète. Et puis le cinéma, c'est la sortie en famille, en couple, entre amis, seul. C'est vraiment le lien social. On rencontre vraiment tout type de clients et on se rend compte que même échanger 5 minutes avec le personnel, ça fait du bien. On a vraiment l'impression de contribuer à la vie sociale de la Guadeloupe. Alors, je voulais revenir sur le choix de la programmation. Bon, ça fait donc 3 ans que le complexe est ouvert. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Est-ce que le goût de vos clients, est-ce que les goûts évoluent? Je veux dire, est-ce qu'on est passé effectivement, peut-être il y a quelques années, où on aimait beaucoup les films à grand public, les films américains. Est-ce qu'aujourd'hui, on va plus, je sais pas, vers un cinéma plus français? La Guadeloupe a été habituée au blockbuster américain. Donc, c'est vrai que le public reste très demandeur de blockbusters américains. Ensuite, on se rend compte que même au niveau national, les blockbusters américains sont ceux qui poussent vraiment les entrées. Donc, de façon générale, les blockbusters américains restent le choix premier des spectateurs. Maintenant, en introduisant des formules un peu plus axées arts et essais, que nous avons baptisé Fine Arts, on se rend compte que le public guadeloupéen est de plus en plus au rendez-vous et veut autre chose. Est prêt, en tout cas, à accueillir des productions caribéennes, est prêt à accueillir les productions d'Amérique latine. Alors, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne très bien, des films d'Amérique latine. Et oui, bien sûr, le film français. Alors, tout ce qui est comédie, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Bien. Il y en a pour la rentrée? Eh bien, pour la réouverture, effectivement, on a prévu de reprendre ce que le public aime, attend. Donc, les comédies à la française avec Lucky, 10 jours sans maman, du Cobu 3. On a prévu également de reprendre. En ce moment, on parle beaucoup de Black Lives Matter. Et on a 2 excellents films que sont La Voix de la Justice et Queen and Slim. Queen and Slim qui porte à l'écran ces violences policières. Sauf que dans le cas présent de Queen and Slim, c'est le jeune noir américain qui s'est fait arrêter, contrôle habituel, et qui, malheureusement, en état de légitime défense, va tuer le policier qui est blanc. Oui. Donc, c'est l'inverse. Voilà. Donc, pareil, vraiment très intéressant. Et puis, bien sûr, les enfants ne sont pas oubliés, puisqu'en matière d'animation, on va avoir le dernier Disney qui était à l'affiche avec En Avant, Bayala, une nouvelle sortie, Nous les chiens, qui était primée au Festival d'Annecy. Voilà. Et puis, on a nos enfants qui reviendront voir Sonic. Bien sûr. Alors, j'ai envie de vous poser la question personnelle. Est-ce que vous êtes cinéphile? Oh oui, alors. Au départ, je veux dire, est-ce que vous êtes arrivé au cinéma parce qu'il y avait un job à prendre et vous avez fait des études de commerce donc, à ce niveau-là, ou d'abord simplement parce que vous aimiez le cinéma au point de vouloir diriger une salle? Alors oui, je suis arrivée au cinéma par rapport au poste qui était proposé. Donc c'est vrai que dans mon parcours professionnel, la proposition faite par Caribbean Cinéma, qui cherchait en tant que directeur de salle, voilà, voilà, c'est bien dit, on ne peut pas laisser ça passer, même si j'y ai quand même réfléchi 2 minutes. Hein, oui, quand même. Mais 2 minutes. Oui, 2 minutes. C'est une belle proposition, bien sûr. Voilà, une belle proposition. Et vraiment, en acceptant le poste et en découvrant de plus en plus le tissu des réalisateurs, acteurs, producteurs guadeloupéens, antillais aussi en général, je me suis retrouvée avec des passionnés. Mais les gens qui font du cinéma, déjà, il faut être courageux parce qu'il faut savoir que les réalisateurs, acteurs locaux ne gagnent pas grand-chose. En fait, au bout du compte, un film ne rapporte pas
tant que ça. Donc, il faut être courageux. Donc, des personnes courageuses et surtout passionnées, des personnes qui ont un message à faire passer, qui font des films parce ils sont porteurs d'un message. Et c'est vrai que j'ai complètement adhéré à ce milieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis ravie de faire partie d'une telle aventure. Juste une toute petite question, puisque ça va être l'heure de la première pause. Et c'est dans cet esprit-là que vous avez découvert Christian Lara. Et Christian Lara est un incontournable du cinéma antillais. On parle même du père. C'est le pionnier. Voilà, le pionnier. Oui. Alors, il n'aime pas trop pionnier, hein, on va dire précurseur, oui. Père du cinéma antillais. Effectivement, c'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré, puisqu'il a été parmi les tout premiers à avoir une caméra, réaliser un film. On se souvient de Coco Lafleur, qui est encore d'actualité dans le débat des élections actuelles. Oui. Voilà, et j'ai eu la chance également de rencontrer Uzan Palsi sur le dernier festival, qui est vraiment quelqu'un de généreux, avec un talent fou. Et qui a encore envie de faire des choses, mais c'est compliqué. Donc, ça veut dire que vous serez actrice aussi. Hélas, je n'ai pas ce talent. 12h56, première pause. On se retrouve tout à l'heure après la pause pour conclure. Il va nous rester 15 minutes. Donc, pas de grandes questions, mais de toutes petites questions et de petites réponses. D'accord. C'est pour moi les petites réponses, d'accord. Oui, on verra ça tout à l'heure. Passé. À tout de suite. Voilà, il est 13h02. Nous recevons en VIP Christelle Théophile, la directrice générale de Cinestar. Elle est avec nous depuis 12h30 et c'est Marie-France Gouijotna qui posera la nouvelle petite question. Petite. Alors, il insiste. Il insiste beaucoup. Alors, Christelle Théophile, dites-nous, donc on a bien compris effectivement la volonté de Cinestar aussi d'accorder une place de choix à la production locale. Mais est-ce que en retour, les téléspectateurs, eux, sont, enfin les spectateurs plutôt, exactement, les spectateurs sont d'accord avec ce choix? Est-ce qu'ils répondent présent? J'aurais tendance à dire oui, puisque lorsqu'on voit l'accueil qui a été réservé au film Secret de famille de Julien Dalle, le public a vraiment joué le jeu, a vraiment répondu présent, s'est vraiment déplacé à raison de plusieurs séances par jour. Oui, parce que pendant 8 semaines, on l'avait prévu 3 semaines. Oui. Et en réalité, il est resté 8 semaines à l'affiche, encore présent pendant les vacances de Noël, un petit peu après, en début d'année de janvier 2020, cette année. Donc vraiment un public qui a répondu présent, qui est venu voir, qui a répondu à l'appel. Pour moi, c'est un appel citoyen, vraiment, parce que c'est venez voir ce que propose un réalisateur local. Ils sont venus et je dis vraiment que c'est vraiment le geste à faire. Après, on peut apprécier ou pas apprécier, mais on est venu, on a vu, on a encouragé le talent antillais et ça lui permet aujourd'hui d'avoir des dates à Paris, d'être programmé dans des cinémas où peut-être il ne l'aurait pas été avant d'avoir une belle expérience Guadeloupe. Il était également programmé en Martinique, je crois, avec également de très bons résultats. Donc c'est vrai qu'on est dans une économie. L'exploitation cinématographique, bien qu'elle accueille beaucoup de monde, n'est pas nécessairement une entreprise très très rentable, parce qu'il y a beaucoup de taxes à payer. Mais en tout cas, ça donne une fenêtre sur nos réalités, ça donne une fenêtre aux réalisateurs locaux. Et si plus le public répondra présent, plus on pourra, j'allais dire, exporter aussi nos talents, notre culture dans la Caraïbe, mais aussi à la métropole. Alors justement, au cours d'un festival, j'ai vu une dénomination qui m'a un peu surpris. Alors, il y avait d'un côté cinéma antillais et cinéma caribéen. Je sais, Danick. Mais oui, parce que moi, je me considère... Et on avait dit qu'un jour, on expliquerait, on s'expliquerait. Alors, le jour est arrivé. Oui. J'ai l'impression. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le cinéma antillais et le cinéma caribéen? C'est la même région, quand même. En fait, tout simplement, oui, c'est la même région, en effet. Même si on parle de grandes Antilles, de petites Antilles. Donc, on a, c'est vrai, c'est cette appellation Antilles pour la Caraïbe. Oui. Et c'est vrai que tout simplement, pour nous,
il fallait trouver un terme Oui, pour identifier cette Caraïbe francophone. Cette d'accord. Caraïbe francophone, aujourd'hui, on la reconnaît plus sous le nom Antilles et Antillaises, De moins en moins. de moins en moins. Oui. Il y a encore le Mais journal il y a qui continue l'évolution, on évolue. à Hein. s'appeler France Antilles. Mon site s'appelle Caraïbe Créole. Hein. Il ne s'appelle pas Antilles Créole. En tout cas, voilà pour nos Antilles, D'accord. l'aspect francophone. Ouais. On est deux îles dans la Caraïbe qui parlent français. À côté de nous, on n'a que de l'anglais. Les grandes îles là-haut, c'est de Ouais, c'est l'espagnol. Donc c'est vrai qu'il nous fallait et aussi mettre en avant nos talents à nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, nos talents de chez nous. Et donc l'appellation antillaise. Alors, pourquoi je pose cette question, c'était parce que derrière, il y a l'autre question. Est-ce que ce cinéma antillais, entre guillemets, il est vu de l'autre côté, chez les Caribéens, à Saint-Domingue, à Porto-Rico? Est-ce qu'ils sont intéressés? Parce que nous, on fait venir leurs films. On fait venir leurs films. Ce cinéma se vend entre guillemets, lorsqu'il est labellisé French Caribbean. Ah, Voilà, d'accord. il faut vraiment le labelliser avec le côté français, Oui. puisque France Touch. le cinéma français, après, et juste après le cinéma américain, au Oui, niveau surtout aux mondial, États-Unis, ils aiment bien le cinéma au niveau français. mondial, c'est une carte que la Guadeloupe, la Martinique, que les Antilles Oui. ont à jouer avec ce côté cinéma français qui permet de s'exporter ailleurs. C'est plus facile d'être programmé avec un label French Caribbean Ouais, que Caribbean tout court. d'accord. Ok, Surtout lorsque voilà, il y a autant d'offres dans la Caraïbe. tout à fait. Question toute courte. Est-ce que 2021, est-ce que Cinestar nous réserve des surprises? C'est une bonne question. Très Oui. difficile à répondre aujourd'hui. Bien Parce qu'on n'a évidemment. pas de visibilité. Ces 3 mois, on est ravis, encore Il y a une pas fois, eu de Cannes, pouvoir... Il n'y a pas eu Cannes. Il n'y a pas eu de festival de Il y a- Cannes Il y a eu Venise non plus. non plus. Non Il n'y a plus. pas eu de festival de Ni Cannes. Il n'y a pas eu Berlin, les ni Cannes. principaux festivals. Donc, au niveau mondial, c'est déjà très difficile pour l'exploitation cinématographique de se projeter. Le cinéma est en train, la partie réalisation, tournage, etc., les tournages sont en train de reprendre et dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, il faut savoir que lors d'un tournage, la clause Covid, ou en tout cas la protection Covid, n'est pas incluse en cas de pépin sur un tournage. Donc, ceux qui s'engagent à faire des tournages ne sont pas couverts en termes d'assurance. Donc, c'est un peu compliqué de reprendre dans ces conditions-là. Beaucoup de productions ont été reportées. Donc, on sait que jusqu'à décembre, janvier, décembre de cette année, premier trimestre de l'année prochaine, on aura des films à offrir au public, mais au-delà, c'est un peu compliqué, on n'a pas de visibilité. Donc, si Cinestar, pour revenir à la question, dans ce contexte difficile, peut offrir de belles surprises au public guadeloupéen, croyez-moi, comptez sur moi. Je n'en doute pas. Merci. Christian Théophile, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a plu autant à Porto Rico? La salsa, la bomba, les sandwichs portoricains qui sont énormes comme ça. La culture portoricaine, j'ai découvert une île qui est comme nous en Guadeloupe, entre deux cultures. Puisque c'est le 51e État américain, En mais pas interrogation. officiellement 51e interrogation. État. Donc, toutes les entreprises américaines y sont bien installées, bien développées. Et vous avez des portoricains qui sont hispaniques avant tout, qui parlent Ils sont très borinquennes. plus espagnol que... Oui, borinquen, boricua, qui parlent plus l'espagnol finalement que l'anglais. Et qui ont vraiment ce patriotisme Très nationaliste. très nationaliste. Le drapeau portoricain, tout comme le drapeau américain, est affiché dans les maisons américaines. À Porto Rico, le drapeau est sacré. Il est visible, Le drapeau il est est sacré. Il faut savoir quand même que lorsque Madonna est venue faire son concert à Porto Rico il y a 20 ans, elle a utilisé le drapeau portoricain à la Madonna. Ça n'a pas plu du tout aux portoricains qui ont senti que leur drapeau n'était pas respecté. Oui. Et elle n'est pas revenue pendant 20 ans faire de concert à Porto Rico. Oui. À côté de ça, on a une Jennifer Lopez qui, pour le Super Bowl, Ah ben oui. nous Oui. tend son drapeau portoricain. Oui.
Et c'est ça qui vous a plu? Le côté patriotique, le côté métissage des deux cultures. La culture américaine, la culture hispanique finalement, parce qu'ils sont plus hispanophones, et puis une île avec des possibilités. Pour moi, c'est la Guadeloupe multipliée par 10, puisque l'île est plus grande, donc on a déjà une masse, une population plus grande qui offre donc pour les entreprises beaucoup plus de possibilités, pour la vie culturelle également, parce que je vous parle de Madonna qui vient faire un concert à Porto Rico, c'est impensable, Oui. Madonna en Guadeloupe par exemple. Donc, On a eu Benson en Guadeloupe quand même. oui. Oui. C'est aussi important. C'est vrai. Et donc, toujours sous Porto Rico, et donc la vie portoricaine, bon, vous savez que Porto Rico a beaucoup souffert du dernier cyclone, et que Trump a été très désagréable, pour ne pas dire méprisant à l'égard des Portoricains. Méprisant, tout à fait, on peut dire. Effectivement, Porto Rico a beaucoup souffert des ouragans, tremblements de terre aussi beaucoup cette année. Ils ont tout, ils ont tout eu. Et ce que j'admire chez eux, c'est qu'ils peuvent avoir vécu 2 ouragans de suite, avoir des tremblements de terre tous les jours. Ils se relèvent avec encore plus de force et avec plus d'envie. Donc c'est cette résilience certainement que j'identifie chez eux et que je retrouve chez nous aussi, que j'apprécie. Mais en fait, vous aimez chez eux parce que ça ressemble aussi un peu chez nous. Une question sur l'avenir. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Cinestar en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, vous serez à la tête d'un Cinestar ailleurs dans la Caraïbe? Alors, Cinestar est vraiment la marque française du réseau Caribbean Cinéma. Donc, imaginez un Cinestar ailleurs en terre française, dans la Caraïbe, pourquoi pas, avec grand plaisir. Et ça, c'est quelque chose dont on parle ou disons qu'on va essayer de faire fonctionner le Cinestar Guadeloupe. Bien sûr. On va essayer de se relever de tout ça. Et déjà, effectivement, avoir un autre Cinestar sur la Guadeloupe, ce serait pas mal. On avait pensé à Basse-Terre, à voir. D'accord, mais le Cinestar, à cause du confinement, le Cinestar n'est pas en péril. Il n'est pas en péril, mais c'est une société qui a que 3 ans. Le bâtiment, je le rappelle, le projet a coûté 20 millions d'euros. Donc, il faut le temps d'amortir la construction. Et c'est vrai que, après l'entreprise, le réseau Caribbean Cinéma est un réseau ambitieux, mais qui a souffert aussi de la crise. Les cinémas de Caribbean Cinéma ne sont pas tous encore ouverts. À Porto Rico, pour le moment, sur une trentaine de cinémas, seuls 5 sont ouverts. Et ils en ouvrent 5 comme ça chaque semaine. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu compliquée où tout le monde a du mal à lire et à se projeter. Nous, en tout cas, je peux vous dire qu'au Cinestar, on est content de réouvrir la semaine prochaine, heureux d'accueillir, de retrouver notre public. On attend de l'affluence. Je tiens à dire que les jauges seront à 50%, donc j'ai envie de dire que 50%. Donc vraiment, le public qui souhaite venir, on a mis en place la réservation en ligne pour pouvoir réserver son siège en ligne. On va pouvoir même choisir le siège où on s'assoit, puisque maintenant on doit laisser de part et d'autre le siège libre. En fait, c'est un siège libre laissé de part et d'autre de la personne ou du groupe. Donc, un groupe peut s'asseoir ensemble et doit impérativement laisser de part et d'autre un siège libre. Donc, on a tout prévu, on a tout organisé. Par exemple, pour les sièges libres, on pourra réserver sa place quand on commande en ligne ou bien sur place. Donc, on choisit, on numérote les places. On remet au client son numéro de place de sorte d'assurer qu'effectivement, de part et d'autre, il n'y ait pas que la distanciation physique soit respectée. On va également proposer en ligne les pop-corn. Donc on va pouvoir... Même les pop-corn seront en ligne. On va pouvoir acheter sa place de cinéma et son menu pop-corn en ligne et le récupérer sur place. Et oui, a quand même fait évoluer et choses. Oui, Danick, puisque c'est sans contact. Sans contact. Donc les contrôleurs, pareil, ils vont contrôler avec un nouvel outil où on scanne juste. On va juste scanner le ticket pour les pop-corn et remettre le pop-corn. Le Covid... la Covid, pardon. Ce ne sera pas un pop-corn digital, non? Pas encore. On n'a pas encore trouvé la formule. Enfin, avant-dernière question, c'est elle qui pose toujours la dernière question. Sur les avant-premières, on en parlait tout à l'heure,
c'est une formule qui fonctionnait dans d'autres cinémas, ça a fonctionné au Rex. Caribbean Cinéma peut se mettre à l'avant-première pour la presse et pour un certain nombre de personnes intéressées. Je pose la question pourquoi, parce que hier, c'était la conférence de presse de la Fédération des métiers de la communication et de l'événementiel qui s'est créée. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, oui, j'ai été invitée, malheureusement. Pas pu y être. Et donc, ça veut dire que le monde de l'événementiel est en train de se réorganiser ou s'organiser. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pose cette question. Oui, c'est une très belle action que celle de la Fédération, justement, parce qu'il nous faut une organisation, il faut quelqu'un qui porte, une organisation qui porte le projet. Nos avant-premières, effectivement, pour nous, sont l'outil qui nous permet de communiquer sur le film, en tout cas de présenter à la presse les nombreux beaux projets qui sortent et de porter le message auprès du public. Et justement, si on a envie de pousser un peu d'autres films plus à réessai. On sait que le public est fan des blockbusters américains. Maintenant, il y a d'autres films, d'autres films qui valent le détour et qui valent vraiment la salle de cinéma. Et effectivement, les avant-premières s'inscriraient pour nous parfaitement dans cette idée. Dernière petite question. Dernière petite question, en fait, c'est aussi une remarque, parce qu'en fait, je crois que le message, enfin, si on a bien compris tout le long de cette émission, c'est de demander aux Guadeloupéens, en fait, s'ils veulent préserver leur cinéma, c'est d'aller au cinéma, même ceux qui, traditionnellement, peut-être, ne sont pas très enclins à y aller. Tout à fait. Le message est vraiment venez au cinéma. Cinestar, c'est une entreprise avant tout guadeloupéenne, puisque voilà, dirigée par une Guadeloupéenne, qui fait vivre des Guadeloupéens. Avec une équipe guadeloupéenne qui fait vivre des fournisseurs guadeloupéens. Donc vraiment, et en plus, qui se plie en quatre pour vous offrir votre séance ciné en toute sérénité lorsque vous allez revenir à cet après-Covid, parce qu'on a vraiment tout prévu, on a mis en place toutes les mesures sanitaires, le port du masque est hautement conseillé. Merci Danick. Mais non, mais c'est vrai. C'est important. Je suis venu à plusieurs festivals, vraiment les choses sont carrées. Vous pas être en retard d'ailleurs. Non, ça commence à l'heure. Hein. Non, si quand il y a une conférence de presse, de Cinestar, il faut être à 10h, si c'est à 10h, pas à 11h. Merci Danick. Oui, voilà. En tout cas, merci d'être venu nous dire tout ça. Et puis, on donne rendez-vous, c'est mercredi ? Mercredi 24 juin à 13h30 pour l'ouverture des portes au Cinestar. Oui, et puis on demande aux Guadeloupéens de venir nombreux, de venir se faire plaisir. Consommer du cinéma en Guadeloupe. Venez vous faire plaisir. Netflix pour quelque temps. Venez vous faire plaisir en tout cas. L'équipe vous accueillera avec le sourire et avec son accueil habituel et en toute sérénité dans les conditions de sécurité en vigueur. Voilà, merci. Il est 13h18. On va tout de suite partir dans l'actualité. Justement, on parlait de la Fédération des métiers de la communication. C'était hier la conférence de presse de lancement. On regarde tout de suite ce premier reportage. C'est vrai que ça aurait dû être fait beaucoup avant. La crise de la Covid n'a fait qu'accélérer le processus. Parce que c'est un secteur qui est quelque part, qui agit sur tous les métiers, donc en transversalité. Donc il fallait organiser cette profession qui regroupe, c'est une filière qui regroupe énormément de professions. J'ai envie de dire presque tout est événementiel. Nous vivons dans un territoire justement où il y a énormément de manifestations. On ne peut pas s'imaginer le poids de cette structure-là, de cette filière-là, mais c'est quand même plus de 230 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires. Et nous savons aussi, pour comparer à la métropole, que c'est un secteur qui est très très dynamique parce qu'il fait vivre énormément d'acteurs. Il est primordial pour nous donc, de se fédérer, d'être ensemble et de façon à pouvoir obtenir des aides, voir aussi, et puis échanger entre nous, puisque quand on est seul dans son coin à supporter des difficultés, ce n'est pas toujours évident. Nous sommes condamnés à réussir. Si nous sommes entourés d'avocats, d'experts comptables, c'est parce que comme une fédération qui se respecte, nous devons d'encadrer nos professionnels, de les accompagner dans leur démarche juridique, comptable. Donc je crois que c'est la base, c'est vraiment la première marche de l'échelle. Et ensuite, si nous voulons grossir, nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour pouvoir pallier toutes ces carences et faire que ce soit des métiers reconnus déjà par les collectivités. Nous avons été reçus et nous avons fait un travail déjà avec la région et je pense que nous sommes en bonne voie. La filière culturelle, la filière sportive, la filière de la communication représente un point important, tant ici en Guadeloupe qu'en métropole. Et donc pour nous, nous allons mettre en place des aides, nous allons aussi les accompagner sur des aides nationales.
Et pour cela, il faudrait avoir des chiffres, il faudrait avoir un nombre, je dirais, de statistiques, il faudrait avoir des papiers, il faudrait avoir, bien sûr, la comptabilité des structures pour les aider. Donc, cela qui nous permet de pouvoir voir quel poids que ces entreprises jouent dans l'activité globale. Et la région sera toujours aux côtés, comme l'a voulu Richard Luce, le président de la région, des entreprises, qu'elles soient des entreprises culturelles, sportives ou de communication, ou des entreprises d'activité lambda. La reprise va être très dure et je pense que chacun le sait. C'est un secteur polichinelle, c'est un secteur qui aura du mal à se relever parce que nous avons été les premiers impactés et nous serons les derniers à recommencer puisque les gestes barrières doivent être respectés. C'est un secteur qui fonctionne beaucoup avec la confiance et lorsque les chefs d'entreprise sont impactés, le premier budget qu'ils mettent de côté est celui de la communication, de l'événementiel. Donc nous devons réinventer la profession quelque part et être vraiment inventif et trouver d'autres voies et moyens pour que nous sortions de cette camp. On doit être confiant. Je veux dire, quand on investit, quand on prend des risques, quand on entreprend, c'est parce qu'on y croit. Donc la confiance, elle est là. Bien sûr que nous sommes confiants. Dans la filière, nous sommes confiants. Sinon, on n'aurait pas fondé cette fédération. C'est parce qu'on croit en l'avenir, mais qu'on veut structurer l'avenir. Mais on y croit. On ne baisse pas les bras, on va lutter jusqu'au bout. Mais de toute façon, on sait que c'est quelque chose d'important, ce qui nous arrive, de dramatique, mais on y croit. Voilà, c'était donc hier la première conférence de presse de la Fédération des métiers de la communication et de l'événementiel. Nous avons reçu ici Hélène Poirier. On leur souhaite bonne chance. Il est 13h22. On prend la première pause publicitaire. On se retrouve tout à l'heure avec nos duettistes de l'eau. On les salue déjà. Bonjour Jacques Davila. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Ismaël. Bonjour tout le monde. Bon, tout à l'heure, nous allons retrouver les autres. Pour Chronique de l'eau, nous comptons tous les vendredis. À tout de suite. Voilà, il est 13h28 dans le ZCL News et je vous rappelle que dans un instant, nous allons commencer comme chaque vendredi la chronique sur l'eau. Mais justement, parlons de l'eau, un petit sujet sur le SIAG. Relance ton SIAG, on regarde tout de suite. Le collectif est né en fin 2019 à l'initiative de Patrick Verdonck, restaurateur sur Saint-François, qui était obligé de fermer régulièrement son resto par manque d'eau. Il a créé une page Facebook et il y a eu très très vite énormément d'abonnés. Suite au Covid et au confinement, nous avons décidé de transformer cette page en association du fait du manque d'implication et d'action de nos élus. On s'est dit qu'il fallait bouger, les manifestations ne donnaient rien. On a entendu parler de l'action menée par un collectif d'usagers en Martinique contre Odyssey qui est l'opérateur là-bas. On a joint Jean-Luc Touly qui est l'instigateur de ce référé et il nous a donné toutes les clés pour faire la même chose ici. On demande au SIAG de nous remettre l'eau au robinet le plus rapidement possible. C'est vraiment le but de l'action. On leur demande aussi, on demande aussi une condamnation pécuniaire. Des dommages et intérêts pour chacun des 207 usagers qui se sont constitués avec nous contre le SIAG, une astreinte journalière et puis des packs d'eau le temps que l'eau revienne au robinet de façon normale. On sait très bien que c'est pas parce que le SIAG va être condamné suite à ce référé que l'eau va revenir dans les robinets. On veut d'abord la reconnaissance d'un tribunal que le SIAG a failli à sa mission. Il y a d'autres opérateurs en Guadeloupe. Il faudrait que chaque association locale fasse la même chose. On est prêt à leur donner un coup de main, à leur donner les clés, les éléments, pour qu'eux fassent la même chose. C'est vrai que pour le SIAG, en tout cas, là, on est 2200 membres sur la page Facebook, mais dans l'absolu, on devrait être 10 fois plus. On a 207 requérants, on devrait être 20, 30, 40 fois plus. Et puis si on met ça à l'échelle de la Guadeloupe, dans l'absolu, on devrait avoir 100 000 personnes signataires d'un référé. Donc oui, il faut se bouger parce que 207 personnes, c'est une goutte d'eau. Sans jeu de mots, et il faudrait effectivement que le mouvement grossisse pour que enfin les élus et les candidats se bougent un petit peu. On l'a vu avec les dernières élections, il a fallu attendre les élections pour que les candidats aux différentes mairies
commence à parler de l'eau. Les problèmes d'eau ne datent pas de mars 2020. Les problèmes d'eau datent de bien avant. Donc, si j'ai un appel à faire aussi, c'est messieurs, dames, les élus, messieurs, dames, les candidats, bougez-vous. Voilà, c'est une très bonne introduction à votre actualité, puisque il y a eu ce procès du SIAC. De l'autre côté, il y a un rapport qui est sorti. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. C'est lui, c'est la suite. Jacques. Très bien. Oui, ce matin, le tribunal administratif a appelé à l'audience ce que l'on vient de vous montrer, car l'association Balance ton SIAC, dernièrement créée en avril, soutenue par notre association nationale et locale, le FRIC, qui est le Front républicain des intervenants contre la corruption, qui est déjà signataire de plainte en Martinique, dont vous connaissez les résultats, à La Réunion aussi, a porté plainte dans un référé qui est passé à 10 heures ce matin, où bien sûr le SIAC n'a pas présenté de défense, ne s'est même pas présenté parce qu'elle sait qu'elle a perdu d'avance, car nous avons pris la crème de ce qu'il y a, le meilleur du meilleur, pour vraiment, car nous sommes exaspérés, nous autres usagers. Et donc, nous avons mis la première phase 207, ce sera le deuxième procès qui sera perdu par le SIAC. Mais il faut que vous sachiez que nous avons une série de procès qui vont aller contre le SIAC et contre toutes les régies, sans exception, en Guadeloupe, car il est inadmissible, inacceptable que ces comportements non sanctionnés à ce jour, administrativement, pécuniairement et judiciaires, continuent. Et tous les élus, auteurs, acteurs de ces dysfonctionnements récurrents et chroniques ne peuvent plus continuer. Ils seront poursuivis dans la deuxième phase à partir des jugements administratifs pour qu'ils comprennent que le tribunal administratif est l'antichambre du pénal. Et nous irons au pénal et au civil individuellement contre eux. Bien, c'est dit. De côté, alors, il y a un rapport qui est sorti depuis l'autre jour. Et il faut dire exactement qui décatement a capoté de plus ou de moins. Oui, non, si vous voulez, c'est l'association Génération Future qui, à partir de l'analyse qui fait à de l'eau en France, en France, mais nous aussi, 12 millions d'analyses, 273 000 prélèvements sur le 2019, c'est récent. Ouais. Ils ont fait un bilan, et ça, ils ont constaté, et ça que nous déjà savons, c'est que ils rapport ils font ça des pesticides perturbateurs endocriniens, cancérigènes, mutagènes et repro toxiques. C'est-à-dire que c'est il can empêcher reproduire, il can empêcher faire fécondité notamment dans les zones. Donc ça veut dire qu'en France même là dans l'eau à robinet là en réalité on peut pas briller. Et c'est là nous on grande hypocrisie mais totale à même le ministère de la Santé, à l'État. En fait, ça y a essayé de faire que si vous brûlez de l'eau pas malade tout de suite là vous brillez. Mais que des produits qui ont contaminé et au dit comme ça les scientifiques disent après le fait que bois produit là et produit là bois aluminium bois chlore etc. c'est répétition habiter là or en Guadeloupe en permanence nous tous analyse là c'est ça qui est grave à habiter là c'est en réalité pour ces gens là c'est responsable à boire de l'eau robinet l'eau robinet c'est pour peuple là mais donc peuple là tout le monde malade dans peuple là c'est ça la réalité préfère là pour nous c'est ça c'est même si vous avez produit de l'eau robinet là. Donc, le rapport là, c'est important parce qu'il a révélé ça que nous t'avons dit, qui est beaucoup plus grave en Guadeloupe. Hein. Tout ça, vous voyez en France, 5000 fois plus grave en Guadeloupe. Alors, tous ces produits-là, ça, en fait, l'État, le ministère de la Santé et de la Solidarité qui a occupé des analyses de l'eau, il est responsable de ça, par l'intérieur de l'ARS, parce qu'il a fait contrôle, hein, pour l'homme comme il a fait deux fois, plusieurs fois par mois hein, dans les communes. Mais, c'est ce qu'on a montré. Depuis vous voyez, depuis vous voyez, pani, bactéries, coliformes d'ailleurs, même s'il y a un arrêt au billet, etc., vous laissez y passer, vous pouvez briller. Mais vous avez au moins 600 microgrammes d'aluminium. Combien de chlore? Chlore là, c'est un produit qui est important, qui a détruit les micro-organismes. Mais là, il y a trop. Il a combiné des produits organiques qui ont des organochloreux, notamment les trialométhanes, qui est cancérigène, mais hautement cancérigène. Et il toujours en l'eau là du fait qu'en Guadeloupe, ça vous nous avons le chlore en l'eau là. Nous avons le chlore en l'eau là, parce que les raisons ne sont pas soit toute qualité de quand on entre dedans, il comme bourrer le chlore pour tuer. Bon, sinon nous sommes contaminés tout le temps.
Ah mais, donc, il faut dire chlore, on trace de chlore, mais il ne faut pas dire le cas du 0,1 mg, 0,2. Et quand là, vous voyez par exemple, un plan Vigipirate, pour protéger le monde, il faut mettre 3, mettez 10 en plus. Mais on va dire 1 gramme, 1 milligramme, très important, trop important, et tout le monde. Et si vous voulez, les nitrop chlore, sont bien, il ne peut pas rester en l'eau là, vous connaissez ça. Si vous mettez si vous voulez sortir d'ailleurs, vous pouvez prendre l'eau là, vous pouvez laisser l'eau là reposer, chlore est parti. Mais en dedans de l'eau à robinet là, qu'est-ce qu'il a fait? Les nions l'eau, il a parti, vous pouvez doucher, mais vous pouvez respirer, et c'est là il est dangereux là. Et notamment, quand on l'eau, madame, quand il cancer du sein, c'est très cancérigène. Chlore sont produits dangereux, chlore sont produits anodins. Donc c'est pourquoi il faut une petite quantité, mais pas ni en low quantité. Ça, c'est le premier putain qui est important. Mais un deuxième putain qui est important, là, c'est tous les produits liés, les pesticides qui sont liés à l'agriculture. Ils sont en réalité. Et ça, il faut constater, dans l'analyse là, des produits pharmaceutiques ou quand tu vends de l'eau là. Parce que quand il arrive, les stations d'épuration, pas qu'à traiter ces bidons-là. Il n'y a pas qu'à traiter tous ces produits pharmaceutiques là, il n'y a pas qu'à traiter, il n'y a pas qu'à rejeter. Donc, là, il y a rejeté d'après de la propre, il y a rejeté, il y a rentré dans l'affaire là, il y a rentré dans le circuit là, et il y a trouvé dans de l'eau à robinet là. Donc, on veut dire que c'est un bon marathon, mais c'est le fait que massivement, il y a fait que des gens qui brûlent des poisons. On ne peut même pas le lait qui poisonné nous, chlordécone, dielgine, etc. pendant des années. Mais des très forts taux, que le rapport Bonan publié, et le rapport là, ça disparaît. Vous savez ça, il n'y a pas de pays pour côté. Je n'ai pas rien trouvé. Oh, c'est des inspecteurs de l'IGAS, c'est des gens qui connus. Ils ont produit un rapport, et le rapport là disparaît. Pas de pays pour côté. Or, le rapport là, c'est très important parce que tout le monde qui a pris une corruption, qui a dit, mais ça est dedans, mais est-ce qu'il n'y a pas trouvé. Donc, ça, on veut attirer attention à monde, c'est l'hypocrisie à ministère de la Santé qui, depuis qu'ils ont de l'eau, qui panie, par exemple, des bactéries, ils peuvent rendre vous malade tout de suite, ou bon. Alors que, un paquet de produits dedans, qui rend vous malade. Par exemple, l'aluminium, par exemple, il y a du concentration d'aluminium en répétition, qui a des maladies dégénératives, comme Alzheimer, etc., Parkinson. Ça a montré, etc., il a fait ça, et il y a dit, mais pourquoi, des scientifiques, mais pourquoi il faut mettre aluminium de l'eau, pas briser ça, pas dans l'organisme humain? Il n'y a ni solution là à expliquer ça. Il y a des sels ferreux qui ont fait le même produit là. C'est pour précipiter les parties organiques, pour faire des flots, pour faire en fait qu'elle est tombée, donc faire la boue. Donc encore c'est ça, et nous très menacés. C'est pourquoi nous avons posé question à de l'eau là. On ne peut pas payer un butin qui empoisonné. C'est ça la question là. C'est là nous avons ce débat là à l'entour ça. Encore c'est ça pour nous comprendre gravité sur la situation là. Juste une question. Est-ce que ça, on va dire là, ça va là pour tout réseau de Guadeloupe ou bien décider certains côtés? Ah non. Toute la Guadeloupe. Tous les rapports. Ce qui était terrible. Toute la Guadeloupe, c'est le même bitin là. Obligé, toute la Guadeloupe traitée à l'aluminium. Alors que tout le monde, par exemple, au sel d'aluminium, il faut foutre en là. Et vous voyez souvent, quand on veut 600, 700 microgrammes. Or, l'OMS a dit 200, c'est qu'à tolérer à la limite, mais déjà à partir de 200. C'est déjà excessif. C'est déjà excessif à partir de 200 microgrammes. Donc, vous voyez, donc, Jacques Védion, c'est pour nous comprendre, c'est qu'il faut pas mal de santé à peuple là. Ah ouais, quand vous voyez, dans le Covid, là, vous voyez, il y a traité le monde. Parce que c'était ni moyen d'éviter tant de morts en France. C'est un scandale, ça, c'est honteux pour un pays comme la France. Mais regardez bien, ce qu'on voit bien, il n'y a pas de soigner des gens. Il faut c'est mon âge là. Mais les gens qui ont l'argent, il n'y a pas de place pour eux. Hein. Ouais, non. Les gens qui ont l'argent, dans les cliniques, c'est mon ailleurs. En fait, ils sont une société tout à fait inégalitaire. Et ils ont foutu pas mal de gens en bas. Et effectivement, quand ils ont l'homme, ils ont dit, ils n'ont pas qu'à bâtir de l'eau là. Pas qu'à briller. Mais ils n'ont pas briller parce qu'ils n'ont pas l'argent, assez l'argent pour. C'est ça la réalité en Guadeloupe. Puisque les gens sont pauvres là. Comment ils peuvent payer bouteille de l'eau compétence, ça coûte cher. Hein? Donc, c'est pour ça pour nous comprendre, nous avons un scandale terrible. Mais le rapport là, ça conforte ça de quasi. Il a montré que vraiment, eh bien, je dis là, l'eau, là où il y a brûlé là, robinet là, sont catastrophes. D'ailleurs, Jacques Voyon, évidemment, vous avez dit, il prend des rapports là, c'est en réalité, regardez, en vrai, il prend un fameux rapport à les résultats que la RS fait, en fait, les 12 millions, et les résultats qui a montré, effectivement, que l'État a de l'eau à robinet. Et vous avez dit comme ça, si les gens savent ça, ils ne peuvent pas dire de l'eau. Il dit qu'il faut être fou pour boire l'eau, ça, il faut être fou pour boire l'eau du robinet. Un rapport national. Et en plus, ce qu'il y a de grave, c'est que nous buvons de l'eau en bouteille, en plastique, qui est aussi dangereuse encore, compte tenu des micro-organismes que le plastique transfère dans l'eau.
c'est c'est déconseillé. Mais nous continuons par habitude cette espèce de complicité passive à laquelle il nous faut renoncer. Et d'ailleurs, pour conforter ce que vient de dire Ismar, je rappelle que ce fonctionnaire de l'ARS, en ce qui concerne son dire où il a même pleuré pour ses regrets parce qu'il a eu un remords, rappelez-vous pour la commission d'enquête parlementaire sur la chlordécone, où on a étouffé, comme à l'habitude, des pesticides. Alors, imaginons si nous laissons notre esprit libre courir, tout ce qui a déjà pu être dissimulé en omission, en rétention d'informations, à l'encontre de la santé de nos Guadeloupéens, et nous nous retrouvons dans une situation de déliquescence où il n'y a pas que l'eau, que l'assainissement, il y a la santé, le transport, les ordures, les déchets, le transfert de l'eau, de la chlordécone, sans compter d'Eldrine, tout ce qui est en train de descendre dans nos nappes phréatiques qu'il faudra traiter demain dans les nouvelles usines. Oui. C'est pour ça qu'il nous faut de la solidarité entre toutes les associations, toutes les régies, comme ce qui s'est passé ce matin, où il y a eu de la solidarité. Les usagers de l'eau de la Guadeloupe ont manifesté leur solidarité avec cette association de Saint-François, tout comme notre association nationale qui a manifesté, et nous, notre leçon locale avec les Martiniquais, et qui reviennent avec nous, et nous maintenons ce qui a été dit en préalable. Nous sommes ouverts à tous pour aider, sans parti pris, quelle que soit la démarche de l'association. Nous la soutiendrons sans condition contre quelle que soit la régie et quel que soit le dirigeant de la régie. Alors, sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est l'homme même qui a créé le problème là. Hein. C'est le mode de vie en nous. Parce qu'avant, nous pas tenir dans de l'eau là. Là, on va enlever, je ne sais pas, tu peux boire de l'eau arriver là en réalité. Parce que, en cas changer bien, c'est moun pas de passer désherbant dans can. Il faut faire mon coup de sacler can là. Il faut dépailler can sacler can là, c'est de travailler, de faire entre récoltes etc. C'est récemment dans les quelques temps des pays vitamines massifs, ils ont commencé à faire c'est des gains importants. Même de la chimie. Bon, c'est vrai que c'est en termes de coût, on va gagner l'eau parce que payons monde pour faire ça, on va foutre des herbes, mais nous va payer ça cher. Hein. Gamoxone, D6, sans banane. Tous ces produits-là que vous mettez à dans là, qui dépassent d'ailleurs, Gamoxone, mon suicide, ça, depuis où ça au mort. Donc, on veut dire que vous mettez ces produits-là, ça, et vous n'avez pas qu'à prendre, et souvent nous avons parlé de ça, question à les stations d'épuration. C'est très important, à pas par hasard, ou pas qu'à rejeter dans la nature des produits. Comprenez? Il faut de l'eau là, qui a retourné dans la nature là, il propre, il pas contaminé. Or, sinon, station d'épuration, c'est pour éliminer. Et on va faire toutes ces bidons là, quand on va dans les urines, ces produits-là, qu'on retrouve dans de l'eau là, parce qu'effectivement, parce que c'est parce que c'est mon là qui a fait ça, mais qui a fait des recherches. Et ça qui est triste. Et on voit l'hypocrisie à l'ARS, à regarder à présent. On voit avant, on est allé, par exemple, l'année passée, on voit chercher les analyses, mais on voit un paquet, toute analyse. Je dis là, pas voir rien. Il n'y a pas mettre rien, il y a mettre ouais, non conforme, donc il n'y a pas les détails en chiffres, alors que c'est important. C'est obligatoire. En fait, mais il n'y a pas qu'à faire ça, il faut fermer ça sinon, pour nous panier effectivement les informations, pour nous pas parler à la population là, éclairer. Ça triste, parce que nous travaillons là, nous avons fait ça. Parce que pas de bonne raison. C'est pas de bonne raison pour arrêter les chiffres, pour nous connaître quand il y a de l'eau là, nous avons là. Il faut que l'opinion publique sache qu'il existe un portail de l'eau de la préfecture. Les usagers dont nous avons obtenu qu'il soit amélioré et n'importe quel citoyen peut aller sur le portail de l'eau de la préfecture. Il trouvera tous les rapports qui existent, qui sont mis en place. Il aura accès à toutes les informations sur l'eau et très prochainement, toutes les associations, sans exception, de la Guadeloupe, en dépit des conséquences du confinement, seront invités à partager les nouveaux chiffres et clés dont nous avons obtenu la publication pour la prochaine édition des chiffres de 2019 sur l'eau, parce qu'il faut que vous nous aidiez, que vous venez nous rejoindre, parce que, comme disait mon prédécesseur, ce n'est pas 207 personnes, nous étions à 90 au premier procès, 207 au deuxième, pour le troisième, nous avons déjà 600 personnes qui ont porté plainte, nous sommes déjà prêts, et il faut que toute la Guadeloupe puisse se mettre ensemble pour manifester son exaspération, car ça ne peut plus continuer, quand on nous prenne pour des cochons de payeurs et des vaches à lait. Juste un dernier point avant de partir. On va poser une question à chaque semaine. Le syndicat unique de l'eau, toujours dans l'eau.
Arlésienne, ouais. Arlésienne. Nous pas partis pour faire pour syndicat de l'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une revendication en 2009 LKP. J'ai oublié ça, ils ont signé bien là. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Parce que ces gens-là, ils comprennent que le senti chapelle là ou que sauver vous-même. Mais nous n'avons pas une vision globale à territoire là, la Guadeloupe. Parce que c'est vrai. Vous savez, bien, quand il y a des gens qui mort par de l'eau, et en gosier, etc., la madame n'a pas de problème de l'eau. Jamais. Jamais nous n'avons pas de problème de l'eau. Nous avons problème de la qualité de l'eau là. Mais de l'eau coupée, nous ne pouvons pas ça. Nous ne pouvons pas connaître ça, ça fait tout d'eau. Donc, pour montrer, mais pas parce que ça comme ça, non, il faut effectivement ou traiter globalement le problème de l'eau. Là, il a sorti la montagne, là, c'est de l'eau à la Guadeloupe. Est-ce qu'on n'a pas de l'eau en commune, n'a pas de l'eau à Capestet? Donc, c'est ça pour nous garder. Et nous ne pouvons pas sortir comme ça. Il faut nous une vision globale. Parce que gestion là, ça, en catimini, caché, sans transparence, menez-nous à catastrophe. Quand vous attaquez le cercle, ça bien gentil. Le cercle PIGN peut résoudre le problème là que le général des eaux créé là en Guadeloupe. PIGN peut résoudre parce qu'il ne peut pas manier les milliards. Il peut quelques millions, mais il ne peut pas manier des milliards, géré. Mais il ne peut pas manier les milliards qui fait que nous comme sanguine. C'est pourquoi combat nous attaquer d'accord toutes, c'est nous continuer la situation. Toutes les communautés d'aglo, nous attaquer le plan d'administration, nous plan c'est ça. Nous l'association de côté nous. Mais le combat principal là, c'est pour faire le SIA grand compte de gestion là, il fait là pendant le l'année, il fait signer, mais nous pouvons jamais laguer ça. C'est très important. Ah ouais. Ok. Oui, juste pour répondre à ta question de manière précise, il faut savoir que le président Chalus, qui espère avoir la même mise sur la restructuration du secteur de l'eau alors qu'il n'en a pas le pouvoir, il espère que son ami Macron va le lui donner, mais malheureusement pour lui, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la méthodologie opérationnelle de la République. Il a été député, il devrait s'en rappeler. Il a écrit une lettre à tous les présidents de communautés d'agglo qui ont en charge l'eau depuis le 1er janvier 2020, sans avoir procédé aux conventions valant protocole pour le transfert des personnels, des agents et des patrimoines. Encore une de ces comportements ubuesques de notre pays. Mais il faut savoir qu'il a fait une lettre à tous ces gens, présidents et régis, pour leur dire qu'il les met en demeure pour le 13 juillet de signer son serpent de mer unique, mais à condition que celle-ci accepte que les usagers et les agents ne soient pas membres du conseil d'administration pour contrôler, parce que vous vous rendez compte que depuis quelque temps, comme nous n'avons eu cesse de vous l'annoncer, comme vient de le confirmer Ismar, les associations lancent de plus en plus de procès contre toutes les régies sans exception, demandent des comptes et des explications, mettent le nez dedans, font appel à des experts aussi, parce qu'ils ont des experts chez eux, à des gens compétents qui ne plaisantent pas, qui ne magouillent pas, et de plus en plus, il va y avoir une avalanche de procès jusqu'à ce qu'on arrive à une structure unique. D'ailleurs, certains présidents de communautés d'agglo sont à même, dans les jours à venir, de dire à Chalus, non, nous accepterons une structure où les usagers et les agents seront présents parce que ce sont eux qui payent, c'est eux qui vont payer le passif, c'est eux qui vont payer les emprunts qui vont permettre de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et il faut savoir qu'il y a des associations qui sont prêtes, l'ayant déjà fait en Martinique, parce que c'est Suez qui gère en Martinique. Il faut savoir qu'une plainte a été déposée et reçue par l'avocat général de Fort-de-France pour une plainte pour détournement de fonds publics. Et je peux vous assurer que le tour de la Guadeloupe arrivera quand de besoin. On dernier mot pour dire que nous ne payons jamais payer passif là. Ah non, nous payons jamais, nous, association, nous payons. Nous ne voulons pas peuple à payer, nous menons combat là. Et nous mettons mon dans la rue pour ne pas payer passif là. Nous payons à des gens voler l'argent nous. Partir en France et pays et c'est nous à payer. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous payons jamais payer. Merci, messieurs. Nous allons retrouver vendredi prochain, comme d'habitude. Là, nous allons parler d'un problème encore qui a posé en Guadeloupe. C'est pour le GIP, Raspeg, Madame Manchoulé, qui est en tête à organiser ça depuis quelque temps, et visiblement entre l'ARS et la CGSS. Ils ont verrouillé, démantibuler le GIP. Et Madame là, depuis 2 dimanches, qui a fait des marches, et qui font marche semaine passée, semaine ça y a une dimanche prochain, ils font marche de plus en plus Guadeloupéens qui a suivi pour essayer de voir est-ce qu'il y a une possibilité de sauver le GIP Raspeg. Reportage tout de suite après conférence de presse. La conférence de presse a reposé sur le fait que le GIP Raspeg sont établissements qui ont pour but de mettre en lien des professionnels de santé et soutiennent l'action des médecins.
structure qui existait et qui n'est en sein, ça va créer un PTA, une plateforme territoriale d'appui. Et ne voilà-t-il pas que la loi du 10 juillet 2019 qui a dit que les plateformes territoriales d'appui doivent être évoluées en dispositif d'appui à la coordination. Alors, c'est ça, pour ça, nous qualités pour ça, parce que nous savons très bien ça, rassembler les réseaux et faire un PTA avant une structure dirigée par Mme Myriam Chollet qui a fonctionné très bien. Nous n'avons du mal à comprendre que là qu'il faut évoluer vers un dispositif d'appui à la coordination, ni problème. C'est-à-dire, on va chercher Mancholet plein de problèmes, on va chercher nous plein de problèmes, et nous passons là, nous y est véritablement. Et ne voilà-t-il pas que nous avons rendez-vous avec l'ARS après-midi là, nous pensons qu'il y a un élément de NUX qui était nous des réponses claires. Il s'avère que voilà, pas de NUX. Et nous avons madame qui ne peut pas nous réponse à ça, nous commander. Et comme nous pas ni pas résultat clair, eh bien, nous avons reprécisé encore la revendication, c'est que nous voulons garder le statut GIP vers un accompagnement d'axe, un dispositif d'appui à la coordination, et nous voulons aller vers un dispositif d'appui à la coordination là, avec un pilotage, direction générale actuelle là que nous n'y là. Voilà. C'est tout. Et donc, rendez-vous dimanche devant l'ARS où Mme Chollet attaquera sa troisième marche. Dernier sujet, c'est la chronique danse avec Iman, comme chaque vendredi. Mais on la retrouve avec plaisir. Si tu as Iman, c'est parti. Bienvenue dans la chronique danse avec Iman, donc la chronique qui parle de danse. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu reprendre vos activités en toute sécurité et en respectant les gestes protecteurs. Alors, la danse a pu reprendre aussi ses droits puisque vous pouvez désormais regagner les salles de danse et reparticiper à ces cours collectifs, donc bon, avec des limites de 10 personnes quand même, mais ça fait du bien en tout cas de retrouver une sociabilité, on va dire ça. Alors, bien que certains cours donc, ont repris dans la vie réelle, il persiste certains cours en ligne. Donc, vous avez la possibilité de continuer les cours en ligne ou de découvrir de nouvelles disciplines. Pourquoi pas ce samedi avec Cédric et Véro pour la Kizomba, donc samedi 20. Vous avez la possibilité de suivre ce cours donc, en ligne qui vous permettra de découvrir, de vous perfectionner tout simplement dans cette discipline. Vous avez aussi pendant donc, les vacances de juillet-août des cours qui seront ouverts, des stages qui seront proposés par différentes écoles. Vous avez l'école Liliane Bimon qui propose pour le mois de juillet pour les enfants à partir de 4 ans, différentes disciplines. Je vous encourage à aller vers elles pour vous renseigner auprès des cours et des horaires. Vous avez la possibilité aussi de suivre des cours avec Jack, donc de Unique Dancers, qui propose une formule Danse tes vacances, donc du 6 juillet au 28 août, avec plusieurs disciplines proposées, la soca, le dancehall, l'afro, et aussi le concept form qui est un mélange de gros cas et de soca form. Donc que vous soyez débutant ou confirmé, vous pouvez profiter des vacances pour vous défouler parce qu'on en a bien besoin après cette période confinée. Je vous invite à les rejoindre et à vous renseigner auprès d'eux. Dans un autre style, vous avez une période donc de 2 semaines qui sera proposée en ligne, par contre, avec une collaboration inédite entre un centre international de formation en danse traditionnelle et contemporaine d'Afrique et l'école Lena Blue, donc le centre d'études Lena Blue. Donc vraiment des intervenants internationaux qui viennent du Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Belgique, donc la Guadeloupe, le Sénégal. Et donc ce stage en ligne sera une approche vraiment inédite des pratiques professionnelles pour vous permettre de vous familiariser avec
vision du corps différente, un geste différent, une approche technique et un savoir corporel différent. Donc c'est l'occasion pendant 2 semaines, entre le 13 juillet et le 25 juillet, de découvrir ces disciplines. Vous avez aussi la possibilité de découvrir les cours de danse orientale que je propose au sein du studio Oriental Chimie où je me trouve actuellement pour cette chronique, et donc différents cours sont proposés. Vous avez des cours de danse orientale, Bollywood aussi. Vous aurez aussi des disciplines comme la samba qui seront proposées et d'autres disciplines. Je vous invite vraiment à vous connecter sur la page Oriental Chimie Studio de l'école ou sur la page Instagram aussi, où je mets régulièrement les cours qui sont proposés. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de danser, et à très vite en vrai. À bientôt. C'est terminé pour aujourd'hui pour ce ZCL Via. Et puis on a reçu Christelle Théophile, la directrice de Cinestar Caribbean. Et puis la chronique de l'eau comme chaque semaine avec Jacques Davila et Ismaël Auguenet. Et puis bien sûr Iman qui est venu nous proposer comme chaque semaine son petit tour de danse. Voilà, on se retrouve à partir de lundi. Bon week-end pour vous autres, si vous êtes avec nous. Et pas oublier, madame là justement, J. Papseb, qui est en marche à partir de dimanche à 6h. Il finit pour aujourd'hui là. C'était ZCL News avec CCN, caribcreolnews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.